Bienvenue dans les Chroniques Vagabondes. À l'intérieur de l'ouvrage intitulé « L'usage du monde », Nicolas Bouvier le dit ainsi. Porté par le chant du moteur et le défilement du paysage, le flux du voyage vous traverse et vous éclaircit la tête. Des idées qu'on hébergeait sans raison vous quittent. D'autres, au contraire, s'ajustent et se font à vous comme les pierres au lit d'un torrent. Aucun besoin d'intervenir. La route travaille pour vous. Qui aurait prédit cet enchaînement de rencontres, aussi improbable qu'intense ? Passer des bars d'immeubles décrépits de Piedrabuena au ranch de la famille Fontana fut un beau grand écart. L'occasion pour nous d'avoir un aperçu de la vie de différentes classes sociales qui habitent l'Argentine. Je crois que ma plus grande satisfaction est de les avoir fait se rencontrer. Quelle joie d'observer Angela et Nati découvrir à quel point leurs centres d'intérêt peuvent être familiers. Il y a pour moi beaucoup d'émotions depuis que nous avons posé le pied ici, à Buenos Aires. Et la rencontre avec Angela ne fut pas anodine. Nous nous éloignons à présent de Balcarce, après plus d'un mois passé dans la province. Il est temps de retrouver la route, son bitume suintant, et ce vent chargé de poussière qui nous met à l'épreuve. Et là, on vient un peu de passer une semaine luxueuse, on va dire, par rapport au type de voyage qu'on a entamé. Et puis on se retrouve de nouveau jeté sur la route, sans tampon, sans filtre. C'est vraiment d'un coup de gouvernail à l'autre, on passe d'un extrême à l'autre sans jamais s'arrêter. Ce qui crée un ressenti assez bizarre de la situation, je pense. Une espèce d'espièglerie au final à l'intérieur de toi, quoi. Ou en tout cas une ouverture d'esprit, tu vois. Pas avoir peur des personnes qui t'approchent. Et tu vois, il y a des gens aujourd'hui en ville, ils sont terrifiés quand un inconnu vient leur parler, quoi. En ville, on refuse presque en permanence les agressions du monde extérieur, quoi. On prétend tous vouloir vivre une certaine aventure, mais au final, on laisse jamais les éléments du dehors nous approcher, nous perturber. J'ai l'impression que ça, c'est une espèce de partie de voyage que j'ai toujours avec moi, quoi, à garder un œil neuf en fait, et puis à essayer de ne pas faire fonctionner la machine à préjugés quand on a l'occasion de rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un nous approche. Encore une fois, je me baladerai pas dans les rues de La Haye en train de parler à tout le monde au moindre croisement de regard, quoi. C'était vraiment un truc qui appartenait pour moi à ce moment-là, à cette démarche que j'avais. Mais par contre, ça me donne aussi la capacité de le faire, quoi. C'est-à-dire que l'intensité d'une rencontre, elle peut se reproduire dans ta vie de tous les jours comme lorsque tu étais en voyage.
Balcarce, on commence à prendre la route vers le nord. On traverse donc la province de Buenos Aires, qui pour moi ressemble un petit peu à l'enfer. C'est une étendue toute plate, c'est une énorme zone agricole en fait. On a l'impression que c'est presque là où ils vont cultiver tout le maïs qu'ils font manger à leur bétail, puisque en fait là, ça représente vraiment une de leurs activités principales. Donc on passe plusieurs jours dans une zone assez hostile, il n'y a pas d'ombre, c'est chaud, c'est venteux, la poussière nous assèche complètement et puis assèche aussi notre énergie et puis notre espoir quoi, d'un côté. On est au milieu de la campagne, à faire du stop, dans cette ambiance finalement assez hostile. Et là, ça fait plusieurs heures qu'on galère, et la première bagnole qui s'arrête, c'est un gros pick-up, duquel sortent deux mecs finalement à l'allure de gangsters. C'est assez inhabituel pour les gens qui nous prennent en stop déjà de sortir de la voiture, donc là, il y a déjà un petit truc qui se passe. Et puis l'allure et l'attitude des mecs est un petit peu menaçante au final. Ils commencent par nous demander ce qu'on fait ici et nous disent qu'ils font partie de la brigade anti-narco de la province. Donc nous, on ne sait pas trop sur quel pied danser, parce que pendant le voyage, on nous a averti des gangsters, mais on nous a aussi prévenu de la police, qui peut à tout moment peut-être garder le passeport et demander un bakshish. Donc voilà, nous, au moment où ils nous disent qu'ils font partie de la brigade anti-narco, on se regarde et on se serre un petit peu les fesses. Surtout qu'en fait, on n'a aucun moyen de les identifier. Le pick-up est banalisé, les mecs sont en jean, en fringues de civil, ils sont quand même plus intimidants quoi, dans leur style. Donc voilà, au moment où ils nous demandent nos passeports, on sent un petit peu tous les deux qu'il faut qu'on mette le pied par terre et puis on leur dit en fait, prouvez-nous que vous êtes de la police et puis oui, on va continuer plus loin après quoi. Je sais plus trop comment on le formule, mais je sais qu'on prend des pincettes et puis ils finissent presque contre leur volonté par sortir leur carte de flic, dont un des deux qui va carrément la porter autour de son cou au bout d'une chaîne digne d'un rappeur US. Donc au final, c'est dans cette ambiance un petit peu ambiguë qu'ils vont fouiller nos bagages. Et puis, au final, quand ils se rendent compte de notre bonne foi, l'ambiance va se détendre un petit peu, on va faire quelques blagues et puis ils vont nous faire 2-3 kilomètres en voiture avec eux jusqu'à nous laisser au prochain embranchement. Donc une belle journée de chou blanc. Personne ne nous a fait bouger à part la brigade anti-narco. On finit par trouver une chambre au village rapidement et puis se remettre de nos émotions un petit peu et puis de la fatigue de la journée. Le lendemain, on est prêt à en découdre. On a chopé des pancartes. On fait un petit panneau qui dit Cordoba, parce que c'est un petit peu la destination, on va dire, la première étape sur la grande route qui nous attend. Et on se met au bord de la route, on sent que c'est le matin, qu'il faut qu'on y soit, et voilà, on s'est vraiment motivé. Comme d'habitude, la première heure est faite de déconvenus, et puis on attend. Jusqu'à ce qu'un 4x4 passe à toute beurzingue, et s'arrête d'un coup en nous voyant. Et là, c'est un jeune qui s'arrête, qui en fait rentre du polo. Lui, il était allé faire un match de polo, il est joueur professionnel, il était quelque part dans la province, et il rentre chez lui, à Cordoba. Alors on fait, oh putain, c'est pas possible, ça y est, la chance tourne. Enfin, on va pouvoir avaler 400 km d'un coup, on n'y croit même pas vraiment. Mais du coup, on est avec un jeune super cool, avec qui on va échanger, créer une petite complicité. Et puis encore une fois, le voyage s'annonce pour 6 ou 7 heures a priori sur la route. Donc on trace la route avec Chicho, pareil quoi, c'est vraiment de la ligne droite à travers la campagne.
On est bien content de finalement mettre de la distance quoi, entre cette zone de l'Argentine qui nous plaît pas trop avec voilà, l'espoir d'un horizon qui va changer. Cet espoir il se fait arrêter à peu près à mi-chemin quand finalement sa voiture tombe en panne dans un énorme crack du moteur suivi d'un beau panache de fumée blanche. Et alors là, la voiture s'arrête et on est vraiment au milieu de nulle part. S'il y avait une définition au milieu de nulle part, cet endroit serait sûrement inclus dedans. La route s'étend à l'horizon à droite et à gauche. Et surtout, on est tombé en panne au milieu d'une énorme ligne droite où il n'y a aucun arrêt sur la route. Donc on a poussé la voiture un petit peu dans l'herbe. Les camions passent à quelques mètres de nous en étant lancés à pleine vitesse. Et alors là, notre conducteur est plutôt défaitiste, nous dit « Ah ben non, là je sais, la voiture est morte, c'est le moteur qui a serré ». Là j'avoue, on n'y croit pas trop. Pour une fois qu'on avait enfin trouvé un véhicule plus ou moins direct vers là où on allait, il faut que cette galère se présente. Donc notre ami Chicho, il fait appel à une dépanneuse qui lui annonce qu'il sera là dans 5 ou 6 heures. Et en plus où il y a de la place que pour une seule personne en plus. Donc pour Thomas et moi, la décision elle est très vite prise, il faut qu'en fait on se remette à faire du stop. Par chance, quelques voitures s'enchaînent sur cette route. La chance revient, jusqu'à ce qu'on rencontre ce petit monsieur qui est super content de nous prendre en stop, qui nous raconte qu'il va faire un petit peu de camping dans ce village dans les montagnes, Santa Rosa de Calamuchita. Là dans ma tête, ça fait bing, parce que Santa Rosa, on en a parlé il y a quelques jours à Balcarce avec nos nouveaux amis, et on nous a conseillé d'aller visiter absolument. Je me retourne vers Thomas et je lui dis « Mais attends, en fait il va à Santa Rosa, est-ce qu'on continue pas avec lui directement ? C'est le détour, on va plus à Cordoba. » Mais bon, ça c'est l'histoire de chaque journée, c'est qu'on démarre en pensant qu'on va atterrir quelque part, ou en tout cas en espérant qu'on atterrisse quelque part, et puis ça prend des embranchements différents. On demande au monsieur s'il est OK pour nous amener jusqu'à Santa Rosa, et il dit bien sûr, venez avec moi. Et donc là, vraiment une espèce d'énergie qui se remet à parcourir dans les veines, surtout qu'à l'horizon, on commence à voir des collines et des forêts apparaître. Moi, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose dans ma poitrine qui changeait quand on voyait enfin la fin de cette grande étendue toute plate de champs, et on arrive vers en tout cas les prémices des montagnes à venir.
On arrive, on est fatigué, physiquement, émotionnellement, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se trouver un coin où se poser. On apprend qu'il y a un concert de rock ce soir-là, donc que la ville est anormalement occupée avec des touristes locaux qui voyagent un petit peu dans la province. Donc on se met tant bien que mal à chercher pour le meilleur rapport qualité-prix possible. On sent bien que c'est pas, on n'a ni le temps de créer un lien avec quelqu'un, de se faire inviter. Pendant le voyage, on a appris que pas mal de particuliers en fait sous-louaient des chambres privées dans leur maison. Donc on trouve une piole pour la nuit, on se dit que c'est temporaire et on va faire un petit tour en ville. On finit par trouver un bar à vin et on y fait la rencontre de Gonzalo qui va nous faire déguster quelques vins locaux d'Argentine. La conversation s'anime assez rapidement. En fait, ils ont leur business, ils vendent du vin, ils ont une cave d'un côté et puis ils ont un bar de l'autre. Donc Cecilia, sa compagne, vient nous rejoindre à un moment de la soirée et on est tous les quatre à parler musique, nourriture, voyage, etc. Il y a une bonne complicité qui se crée et on s'échange nos contacts, notamment pour que Thomas leur envoie en fait la musique qu'il joue lui et pour qu'ils puissent l'écouter plus tard. On va rentrer dans notre petite chambre qu'on a louée et là on se rend compte que y a quelque chose qui va pas, quoi. On se le dit pas tout de suite, mais moi je sais très bien que j'ai pas laissé mes affaires de cette manière-là dans la chambre. En fouillant mon sac, je m'aperçois que j'ai des pesos qui manquent. C'est pas grand-chose, mais il y a quand même quelques billets qui ont été retirés. Et puis, quand j'en fais part à Thomas, savoir si peut-être lui avait pris l'argent ou quoi, lui me dit que lui aussi a l'impression que ses affaires ont été fouillées, que son sac a été l'organisation de son sac a été un peu modifiée, etc. Donc, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais on en fait part du coup aux gens qui nous ont loué la chambre le lendemain et qui acceptent de pas nous charger finalement pour la nuit qu'on a passée chez eux. Donc voilà, c'est sans cette ambiance un petit peu bizarre, méfiante qu'on quitte le logement. C'est à ce moment-là qu'on reçoit un message de Cecilia et Gonzalo qu'on a rencontrés la veille, qui nous disent qu'ils ont passé un super moment en notre compagnie et en fait ils nous invitent à partager un barbecue avec eux l'après-midi même. L'asado, du coup, la fierté argentine où se succèdent en fait les différentes pièces de viande pendant toute la journée. Les petits morceaux et les saucisses qui vont griller rapidement, qui vont être partagés à l'apéro. Après, il y a plus une grosse côte de bœuf qui va être dégustée quand elle sera prête. Et puis aussi, on peut s'imaginer quelque chose qui ressemble plus à un roast beef qui va cuire toute la journée et puis qui va être mangé le soir finalement en guise de dîner. Donc on participe à cet asado, on fait de la guitare, ça chante, ça boit beaucoup. Et puis au final le temps passe parce qu'on s'amuse énormément. Et puis arrivé le soir, nous on se rend compte qu'on n'a nulle part où aller. On en fait part à Cecilia et puis elle, sans chichi, au final nous accueille sur son canapé pour la nuit. Ah, es Paul. Sí, de verdad es Sí, Paul. Paul, perdón. Era raro. Mentira, mentira. En Francia es Paul. En Sudamérica me encanta de decir me llamo Pablo. Pablo. Y mi apodo es Polo. Polo. So, Polo. dicen Polo, está bien. Como el deporte. Je sais pas si je fais les autres. Non, la viande elle est pas. On est où? Mais nous, on regarde maintenant. Hein? Ouais, j'ai pas tout mis au début, mais Pourquoi t'as pas tout mis? parce qu'il y avait pas trop de place. Là, ça a réduit et tout, c'est mieux. Antonio, está viejo Antonio. Ay, Pepito. Tiene un olor, yo te recomiendo que lo toques. Le lendemain, on se réveille tous un peu en gueule de bois. On a vraiment tous passé un excellent moment, je pense. Et du coup, Cecilia et Gonzalo commencent à préparer leur chambre d'amis. Et puis, avant de partir au travail, nous disent qu'on est les bienvenus pour rester avec eux pour autant de temps qu'on veut. Et du coup, on est hyper content avec Thomas. On vient finalement de changer de décor, arriver dans un endroit qu'on ne connaît pas. On vient de faire cette connexion avec ce couple super intéressante. Donc on se dit, ben oui, c'est parti. On reste un petit peu et puis on va bien voir ce qui se passe. On va passer une semaine mémorable avec eux. Eux vont au travail pendant la journée. Nous, on découvre le village et on prend une petite pause aussi
on se la joue tranquillement. C'est un peu la première fois qu'on a presque une maison à nous pendant le trajet aussi, où on nous a laissé les clés, on nous a dit qu'on pouvait y faire ce qu'on voulait. Donc on va prendre cette opportunité pour se reposer un peu. Au final, c'est une semaine où Thomas et moi, on va beaucoup pratiquer l'espagnol, surtout la nuit, avec Cecilia et Gonzalo, pendant des dîners interminables où on va enchaîner les bouteilles de vin avec la bonne bouffe. Et on va finalement faire tomber un peu la barrière de la langue, parce qu'on est assez à l'aise pour avoir des conversations qui durent. Et on n'a toujours pas le vocabulaire, mais on peut contourner les choses qui nous manquent, quoi. Donc au final, on va assez en profondeur dans des discussions avec eux. Et voilà, il y a vraiment un truc qui se passe pour nous au niveau de la conversation, puis de la manière dont on se sent à l'aise à ce moment-là. Eux, encore une fois, ils ont une maison, on a l'impression, qui est un peu faite de briques et de broc. J'ai surtout en tête le salon où on va passer la plupart de nos nuits. Les murs sont nus, sont juste faits de béton. La lumière est un peu blafarde et tout est rythmé par le bruit incessant du ventilo en fait qui grince et couine au-dessus de nos têtes pendant qu'on discute. La seule décoration du mur, c'est cette espèce de portrait tableau des parents de Gonzalo qui est même pas fixé de manière droite, juste à côté d'un dessin d'enfant fait au crayon de couleur et complètement bariolé. Enfin voilà, il y a vraiment cette espèce d'incohérence en fait entre le mobilier de la maison qui est partagé entre les époques. Il y a un truc rétro, un truc un peu neuf, quelque chose de complètement délabré dont on sait même pas comment ça tient debout. Voilà, il y a toujours cette espèce de patchwork en fait dans les intérieurs argentins, j'ai l'impression. Finalement, s'arracher à Santa Rosa de Calamuchita, ça va être encore un petit peu compliqué. Notre dernière nuit, alors qu'on a pris la décision de partir le lendemain, on se retrouve à une dégustation de vin dans le bar à vin de Gonzalo et Ceci qui nous ont accueillis. Voilà, on déguste pas mal de vin avec d'autres personnalités du village, dont un avocat qui nous propose de rester quelques jours de plus chez lui si on a envie, et ce directeur de restaurant un peu extravagant qui nous invite, sans savoir si on sait faire cuire un œuf au final, à passer une journée dans son restaurant et puis à cuisiner pour les clients qui viennent. Donc nous, évidemment, on refuse poliment toutes ces invitations et on va se remettre en route dès le lendemain.
On arrive à Cordoba et on découvre une ville, c'est assez bizarre l'ambiance qu'il y a là-bas. Il fait très chaud, on traverse des quartiers qui ont l'air complètement délabrés, alors qu'en fait il y a quand même des gens qui y habitent. On va découvrir là-bas une profusion de bars et de clubs dans des lieux assez surprenants, des vieux hangars ou des complexes de béton qui ont été finalement réinvestis. Et on va trouver des scènes presque clichés d'elles-mêmes où en fait on va aller dans des bars de métal où les blousons en cuir et les longs cheveux sont de mise même au milieu de l'été étouffant. On rencontre une jeunesse qui adule les stars de rock des années 80. Voilà un petit peu ce côté bizarre, quoi. On a l'impression que l'intérêt musical ou culturel est resté en fait coincé quelques décennies auparavant. Cordoba, c'est aussi un moment avec Thomas où finalement on prend un petit peu nos congés l'un et de l'autre pour aller faire des expériences un petit peu plus personnelles. Moi, c'est comme ça que je rencontre Ruth. Ruth, elle a une quinzaine d'années de plus que moi. C'est une fille de Desconocidos. Ça veut dire qu'en fait, elle est née en prison pendant la dictature et elle n'a jamais connu ses vrais parents. Sa famille adoptive l'a mis à la porte quand à 18 ans, elle est tombée enceinte. Et elle a eu 2 jumeaux comme ça. Et quelques années plus tard, une autre fille. Ça fait que c'est une nana qui a en fait déjà la quarantaine et qui a des enfants qui ont juste quelques années qui les séparent de moi. Et puis voilà, on se retrouve à partager des moments d'intimité avec Ruth. Et puis elle m'en apprend un petit peu plus sur comment, comment se passe la vie en Argentine pour encore une espèce d'autre cas de figure, quoi. Il y a une dualité dans ces rencontres fugaces, dans le sens où on sait qu'on fait partie vraiment temporaire de ce chapitre, de cette histoire, autant nous dans la vie de ces gens qu'on rencontre que dans la nôtre. Donc il y a cette espèce de détachement où on s'autorise à être vraiment nous-mêmes, il n'y a pas vraiment de temps pour la mascarade, pour les façades, mais qui du coup en fait crée une connexion profonde et très rapide. Donc c'est un petit peu être partagé entre la sensation de faire partie comme ça que d'une anecdote, mais pourtant l'échange est très enrichissant. Mais c'est ça que je trouve intéressant dans le caractère rapide de ces rencontres, c'est vraiment de se mettre à nu tout de suite et puis s'autoriser à une connexion assez profonde avec les gens, quoi. Finalement, c'est être assez vulnérable aussi. Accepter les gens tels qu'ils sont et puis nous foncer à tête baissée dans cette relation éclair. Et aussi, les gens qu'on rencontre sont vraiment super honnêtes et ouverts avec nous. Ce qui nous oblige un petit peu à calquer cette attitude. En fait, quand quelqu'un nous fait une confession, ce qu'on a envie, c'est de la recevoir avec énormément de respect et puis de presque retourner la faveur, en fait, en quelque sorte, quoi, de s'autoriser justement à être intime, en fait, à rentrer dans l'intimité des gens. C'est aussi s'autoriser à être vulnérable. On rencontre des gens qui sont des fois en situation de détresse. On a des moments où nous-mêmes, on se sent pas forcément très bien. Donc il y a un côté où ça, on le fait, en fait, pendant 2 mois, on va dire, où nous, on se met à fond, quoi, dans chaque acte, dans chaque rencontre. Et puis on s'aperçoit aussi que c'est peut-être pas un rythme qu'on peut tenir à l'infini, quoi, qui finit par un petit peu, pas par nous bouffer, mais par nous rattraper, quoi. En fait, on rencontre nos propres limites aussi sur cette route.
Du coup, on continue la route vers le nord. Depuis qu'on est rentré, on va dire, dans l'état de Cordoba, les gens nous parlent un petit peu des points de curiosité, tout ça. Et il y en a un qui est revenu plusieurs fois, c'est Capilla del Monte. C'est un petit peu la zone 51 de l'Argentine, un endroit où on dit qu'il y a une espèce d'énergie qui attire non seulement les ovnis, mais aussi les hippies. On comprend que le côté ovni, en fait, c'est plus un attrape-touriste, quoi. Vraiment presque dans le too much, c'est un petit peu trop. Mais on s'y rend quand même. Et puis voilà, effectivement, là-bas, c'est les petits hommes verts, les soucoupes volantes, etc. Et puis quand même une communauté un petit peu plus consciente, voilà. Donc on rencontre quelques hippies là-bas. Mais surtout, on rencontre une jeunesse argentine qui, elle, voyage pas mal à l'intérieur de son propre pays. Nous, face à ce côté un peu plus touristique qu'on n'avait pas rencontré jusque-là, on comprend que ça va être difficile aussi de rencontrer les gens qui vont spontanément nous proposer de venir dormir chez eux, parce qu'on est dans un endroit où finalement tout se monnaie. Donc tout ça pour dire qu'on finit à l'auberge de jeunesse, où on rencontre les jeunes Argentins, mais surtout 2 Argentines qui se trouvent, elles, être en train de faire la saison dans l'auberge où on séjourne. Il y en a une, c'est une habituée, elle vient chaque année, et puis en fait, elle refait la peinture de l'hôtel. Elle fait des fresques, elle repeint un petit peu tout, et puis en échange, elle reste gratuitement, elle séjourne gratuitement. Donc son nom, c'est Chani. Elle va nous accompagner pendant quelques jours. De même que Eileen, elle travaille pour l'auberge, donc en faisant de la réception, du ménage, en échange d'un petit salaire. Donc ce soir-là, à Capilla del Monte, nous on est épuisés, on a envie de se faire une bonne nuit de repos. Donc on rentre à l'hostel et c'est là qu'on apprend qu'un groupe de reggae en fait va s'y produire le soir même. En échangeant un regard, on sait qu'on doit faire une croix sur la nuit de sommeil qu'on attendait avec impatience. Concert qui, comme d'habitude en Argentine, finalement se passe assis à table en observant les musiciens, mais il n'y a pas vraiment de danse ou quoi que ce soit qui se passe. Et c'est plus l'après, en fait, une fois que les musiciens ont démonté leur équipement. Thomas et moi, on s'approprie discrètement, mais très rapidement, la musique, en tout cas l'équipement audio, et on se met à jouer nos tunes préférées. Lorsque je te vois, je vois d'abord tes yeux. Ils sont bleu clair, au nombre de 2. Ta chevelure dorée, ton air élancé, m'attire et me plaise. Je suis envoûté. Lorsque je me lance sur la piste de danse, j'improvise total, nous ne sommes que 2. Mon jeu de jambes est fluide, j'effleure ton visage, c'est toi qui me guide, j'aime ce paysage.
montagnes autour, des amis de l'amour. Que puis-je demander? Je me sens comblé. Je vois mon pote Polo, allongé sur le dos, le sourire vers les cieux. Nous ne sommes plus que deux. Je suis envoûté. C'est vrai que du coup, la musique, pendant tout le trajet, c'est un vecteur de rencontre, de partage, et on commence à infuser avec la culture locale, et on est assez vite déçu par la cumbia qu'on nous propose au début. Donc voilà, la cumbia, c'est cette musique latine, et ça fait fureur en ce moment, surtout dans les clubs, sauf que la cumbia, évidemment commerciale, nous... on n'accroche pas du tout, quoi. C'est vraiment des productions qui finalement nous parlent assez peu. Et puis même dans les paroles, on se rend compte que c'est plutôt vulgaire, plutôt macho, voilà, ce genre de rengaine. Mais finalement, d'avoir à être confronté toujours un petit peu de manière qui se répète en fait à cette cumbia, moi ça me pousse à chercher en fait les origines de cette cumbia et puis les autres courants qui en existent. Et c'est comme ça que je tombe sur la cumbia psychédélique des Amazones, qui est en fait ce courant qui vient plutôt du Pérou, du Brésil, de ces pays un petit peu à forte culture musicale. Et la cumbia psychédélique, c'est vraiment les rythmes effrénés, les nappes de piano qui t'entraînent en arpège jusqu'à l'infini, avec des paroles qui se répètent, des trompettes et des guitares qui te sortent de ta transe comme ça. Et du coup, je me mets à, en gros, chiner... mes petites tunes de cumbia psychédélique qui vont en fait être ma porte d'accès aux playlists des soirées, quoi. Pouvoir jouer de la musique qui va convenir à la fois à nos hôtes qui veulent toujours entendre ce même type de rythme pour danser, et puis nous en fait apporter un petit peu plus notre influence de musicophile, quoi. On leur fait écouter du Cannibal, on passe aussi de la musique un peu plus électronique, du Mehmet Aslan, Rubinsteiner, et en fait ça c'est vrai que c'est un petit peu la bande originale de notre voyage avec Thomas. Partout où on va, on joue en fait ces albums qu'on apprécie et puis qu'on sait qui marchent pour ambiancer un petit peu une soirée. Donc voilà, on se retrouve tous à danser et finalement à 2h du matin, on se déplace dans un nouvel endroit, un bar qui vient d'ouvrir, et on va faire la fête toute la nuit avec nos nouveaux amis. C'est un peu dans cet état d'épuisement, de fatigue qu'on va quitter Capilla del Monte en acceptant l'invitation de Chani et Eileen qui veulent aller passer quelques jours dans un petit village un petit peu plus loin. En fait, elles nous apprennent que, aussi confirmant l'impression qu'on avait, que Capilla del Monte c'est un peu plus le côté tourisme, et qu'à quelques kilomètres de piste de là, il y a un petit village qui s'appelle San Marcos Sierras et qui est un petit peu plus le bastion, là où la vraie communauté hippie s'est installée. On a un petit peu la pression d'y arriver en flottant, je crois, là-bas, comme si on était transporté sur un nuage ou dans le courant d'une rivière. On suit un petit peu nos deux guides comme deux fées qui nous entraînent à travers la jungle. Nous, on accumule la fatigue émotionnelle, physique depuis quelques semaines déjà, et puis voilà, on est presque dans un état de transe finalement pour la période qu'on va passer dans le village. Ça va commencer par une après-midi idyllique au bord de l'eau, bercée par le son de la rivière et le chant des oiseaux. Il va y avoir des muses et des créatures qui vont apparaître devant nous comme au milieu de nulle part pour nous nourrir tout le long de la journée. Et on va retourner vers le village le soir pour participer à des festivités. À ce moment-là, nous, on a en quelque sorte abandonné toute résistance
aux événements pour plus en fait embrasser ce qui est en train de nous arriver et puis go with the flow, quoi. On se pose pas trop la question, on accepte de toute façon les propositions qui nous arrivent comme ça au fur et à mesure. Finalement, cette fatigue émotionnelle et physique, elle nous oblige à faire qu'un avec le voyage et on s'oublie un petit peu nous-mêmes dans le mouvement. Pendant cette journée, on a rencontré aussi un groupe de queer qui fait partie d'une communauté gay qui vit à San Marcos Sierras. Et ce soir-là, ils organisent leur show de drag queen. Sauf que moi, jusqu'à ce jour-là, j'avais jamais vu, en fait, j'avais jamais participé ou assisté à un tel show. Et qu'en fait, il m'a fallu pas mal de temps, rien que pour appréhender ce qui était en train de se passer sur scène, voir du coup ces hommes déguisés qui interprétaient des standards de pop et de disco des années 90. Voilà, il y a cette espèce de presque grotesque de la pièce de théâtre qui se passe devant nous. Voilà, on est toujours plongé dans cette espèce de nouvelle dimension où on ne sait pas trop ce qu'on voit vraiment ou ce qui est de l'ordre de l'interprétation, de la perception, etc. Ce que je ne savais pas non plus des drag queen shows, c'est qu'ils adorent faire participer les jeunes hommes qui font partie de l'assistance. Et c'est comme ça que je me retrouve en robe à paillettes avec un dos nu en train de faire des courbettes sur la scène devant 200 personnes. Pendant que, je le sais, Thomas dans le noir là-bas est en train de mourir de rire. Moi je suis en train de faire des petits sauts de ballerines pour le plaisir de la foule. Et puis ça a été au final une super expérience aussi de laisser aller et juste rigoler. Et puis se réinventer aussi, quoi. C'est vrai que je me serais jamais vu faire quelque chose comme ça avant, mais voilà, là c'est arrivé, quoi. Dans la journée, un guide nous a déposé une serviette en papier dans les mains sur laquelle est inscrite en fait un plan qui est censé nous diriger à travers la jungle, dans laquelle on va trouver une maison où on va pouvoir tous se reposer. Donc c'est au petit matin qu'avec les filles et Thomas, on commence à crapahuter à travers la forêt, en essayant de déchiffrer cette serviette en papier qui nous sert de plan au final. Après toute cette journée à faire la fête, on n'en peut plus. On est vraiment épuisé et on n'a qu'une envie, c'est finalement de trouver un lit. Et on est là en train de parcourir la jungle en sachant pas vraiment où on va finir. Plusieurs fois, je me dis, là, cette fois, c'est bon, c'est la fois où on va dormir à la belle étoile dans un champ. De toute façon, j'en peux plus. Et puis on continue à suivre ce chemin de terre battue. On est au milieu des chants des oiseaux, la jungle qui se réveille, la lumière qui semble comme s'élever du sol à travers les arbres. Et c'est là qu'on aperçoit cette petite maison. On n'est pas vraiment sûr de ce qu'on voit au début puisqu'elle semble presque faire partie de la terre. En fait, on se rend compte que c'est une maison qui est construite complètement en bois et en argile. Et c'est comme ça qu'on trouve notre refuge et qu'on met un terme à cette journée de rêverie.
reçoit de la rivière, caresse nos cuisses comme des mots. Gianni, armé de son plus beau sourire, nous glissons tous de sa malice. Envoûtés par ces deux charmantes belles, nos corps exaltent, nous poussent des ailes. Mes paupières tremblent, mon ventre frémit, ma bouche salive et mon corps gît. Depuis des jours, une joie m'emplit, intense et dense, sans accalmie. Dans la nuit noire et dantesque, des vagues me traversent. Je me sens ivre, fragile, jusqu'au bout de la verge. Dans la forêt, tout le monde me parle. Je n'ai plus de haine, plus aucune âme. Les feuilles tremblent au gré du vent et bercent les songes pour un moment. Donc après plusieurs jours à juste se balader dans la jungle et profiter de la vie bien tranquille de San Marcos Sierras, les filles doivent rentrer et puis nous c'est le signe qu'on doit continuer la route. Donc en fait le rêve s'arrête un petit peu et nous au petit matin on regagne la route principale à pied et puis on commence à faire du stop. Encore une fois ça fait comme si on sortait d'un rêve et puis qu'on revenait à la réalité. C'est ce qui se passe d'ailleurs plusieurs fois quand on passe un bon moment, généralement une semaine chez un autre avec qui il se passe quelque chose de particulier. Et puis après, il faut se remettre sur la route. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je vis ça quand on se remet sur la route et qu'il faut s'extirper d'une situation qui était soit confortable, soit rassurante. Il faut encore se rejeter, trouver l'énergie de s'arracher et de se remettre en mouvement quelque part. Et là, en plus, le rêve s'arrête de manière encore plus brutale parce qu'on se trouve sur une route où on ne va pas du tout se faire récupérer en stop. On est presque de retour dans le désert, ça aussi c'est assez bizarre, on s'extirpe de la jungle et puis on arrive presque au milieu de nulle part, de nouveau on se fait agresser par le ciel, le vent, la poussière. Et en plus, les gens en voiture sont pas vraiment enclins à nous prendre. Par chance, on arrive quand même à arriver jusqu'à un terminal de bus dans une petite ville. Et là, on prend assez rapidement la décision de prendre un bus de nuit, ce qui va nous permettre de passer 2 États assez désertiques, la Rioja, et ça nous permet d'arriver directement dans Tucumán, où là, on va pouvoir rallier les montagnes plus hautes qui commencent à arriver, parce que le nord de l'Argentine, c'est la route vers la Bolivie, etc. Donc c'est les Andes, en fait, on se rapproche tout simplement des Andes. Donc presque d'un coup, on tourne une page, on saute un chapitre et puis on se retrouve dans un tout nouvel endroit. On arrive à Tafí del Valle, qui
qui est déjà à 2000 mètres d'altitude. Et là, on sent du coup la présence de la montagne et puis l'ambiance qui change. Le métissage s'intensifie immédiatement, plus la culture et le peuple indigène qui est représenté. On va dire que l'ambiance de manière générale se modifie un petit peu. On profite des couleurs, des paysages. Et on se remet à faire du stop. Et c'est comme ça qu'on passe le Col del Infiernillo à l'arrière de la camionnette d'une famille qui va juste faire un barbecue de l'autre côté de la montagne. Donc là, c'est vraiment presque le cliché de film où on est à l'arrière de la camionnette, à dévaler la montagne. Le paysage est en train de changer. On quitte finalement une vallée qui était plus verdoyante, assez accueillante. Et là, on a l'impression de plonger vers le désert. Les cailloux, les buissons, les cactus apparaissent. Et puis ça va plus vraiment nous quitter pendant quelques jours. Suivez-nous dans les Chroniques Vagabondes. Prenez-vous à voyager avec nous. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.